Je voulais pas faire que de l'éco, et donc du coup il y avait un master d'aménagement et de développement local, donc voilà, je suis parti dessus. Alors, le titre exact, c'est, parce qu'il l'avait rattaché à l'UFR d'économie, c'était Économie de l'aménagement et du développement local. Bon, c'était un master d'aménagement et de développement local. C'était où ça? C'était la Sorbonne, Paris 1. Moi j'ai tout fait chez Paris 1. Et en fait, à la fin de mon master, du coup, j'ai fait un stage de 6 mois dans un bureau d'études, ça s'appelle le Géro Conseil, où là, j'ai pu travailler sur des AC, sur un PLU, sur des trucs comme ça. Ça m'a pas emballé le coup des agences d'études là. J'ai trouvé qu'on était vachement en alibi pour certaines mairies qui nous utilisaient pour faire des études, en fait, pour retarder des dossiers. Enfin voilà. Donc ça m'a un petit peu saoulé le côté études. Et du coup, j'ai eu l'opportunité. Alors, à côté de ça, moi j'ai fait énormément de bénévolat au Resto du Cœur. Donc, moi j'étais quand même assez axé public défavorisé, problème du logement. Et donc j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Paris Habitat, en fait, juste à la fin des études. Poste. Habitat, on y reste, on est sympa. Et ben ouais, la plupart de mes collègues y sont restés, ils ont des très bons postes d'ailleurs. Et je t'expliquerai pourquoi je suis parti. Du coup, Paris Habitat, en plus c'était super intéressant, c'était des postes d'enquêteurs. En fait, on venait avant les réhabilitations pour présenter à chaque locataire qui venait s'inscrire auprès du gardien. Donc on avait souvent 6 ou 7 rendez-vous dans la journée. Et on expliquait donc la teneur des travaux. On leur calculait leur augmentation de loyer, l'augmentation d'APL qui souvent couvrait une bonne partie. Et parce qu'à la fin, du coup, il y a le vote par rapport à chaque réhabilitation et on a intérêt à nous en tant que bailleur parce que tout le monde vote oui. Donc c'était assez intéressant comme truc parce que moi ça m'a permis de rentrer de comprendre aussi qui habite le logement social. Donc ça, je trouvais ça assez chouette. Et puis ce qui était très cool, c'est qu'on était une équipe de 15, on était tous sortants d'études, on avait tous le même âge, donc on faisait tous des super soirées, donc c'était chouette. J'ai fait ça en CDD pendant 6 mois, après ils m'ont fait un CDD d'un an, et après ils ont voulu me passer en CDI dessus. Et c'est là où je leur ai dit, j'ai envie de faire autre chose, parce que quand même au bout de 18 mois, même si c'est un boulot hyper intéressant et tout, j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai posé ma démission. Et je suis parti au Secours catholique. Donc je revenais un petit peu sur mon parcours bénévolat social. Et au Secours catholique, il y avait un poste, Secours catholique de Paris, où j'étais à moitié animateur. Donc là-bas, en tant qu'animateur, tu gères des équipes de bénévoles sur différentes thématiques. Et j'étais aussi référent logement pour Paris. Donc justement sur toute la problématique du mal logement, le contact avec les bailleurs sociaux, pour présenter des dossiers, tout ce qu'ils appelaient l'action institutionnelle, pour faire connaître le problème du mal logement. Donc ça j'y ai passé 6 ans, 6 ans qui ont été hyper riches, avec beaucoup de travail en direct avec les mal logés, beaucoup avec les familles à l'hôtel. Et c'est marrant parce que du coup à l'époque, moi je suis sorti de là, les bailleurs sociaux c'est les connards, c'est les méchants, c'est voilà. Enfin, c'est souvent quand même comme ça que ça se passe entre les associations et les bailleurs, même si ça va mieux. À l'époque c'était vraiment ça. C'est du préjugé, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis il y a l'association qui défend ses petits dossiers, qui défend ses pauvres, entre guillemets. Et puis en face, tu as un bailleur qui a des règles de gestion, qui a. Voilà. Tu as encore un interne qui travaille chez le bailleur. Ah, c'est ça, Voilà. Vraiment, c'est bien de dire, c'est pas le bailleur, mais c'est ses règles, c'est sur tout le monde. Ouais, carrément. Et du coup, justement, après, ça s'est fait comme ça. Bon, j'ai dû partir du Secours catholique. Pareil, j'ai posé ma démission et je suis parti à la ORIF. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la ORIF. En fait, au niveau national, les bailleurs sociaux, ils sont organisés au niveau de l'Union sociale pour l'habitat. Et après, l'Union sociale, donc c'est au niveau national. Et après, dans chaque région, on a une agence régionale qui coordonne les bailleurs et qui vont négocier pour les accords collectifs, qui vont négocier pour le DALO, pour ces trucs-là. Voilà, dès que les institutions au niveau région, au niveau département ont à parler à tous les bailleurs, ils passent par
notre représentant régional. Donc moi je suis rentré à la ORIF pour travailler au niveau du 92, les Hauts-de-Seine, particulier comme secteur pour le logement social. Mais du coup, ça m'a permis quand même d'avoir aussi la vraie la vision en tout cas du bailleur social par rapport à des thématiques qui étaient très sociales à l'époque. Parce que avant, là, la ORIF a changé, mais avant, on travaillait essentiellement sur les politiques sociales. Maintenant, ils sont beaucoup plus sur les politiques territoriales et de développement. Donc ça, c'était chouette d'avoir ce côté-là. Après, c'est un côté vraiment de coordination des bailleurs. On n'a pas les mains dans le cambouis, hein. Et du coup, je pense que c'est assez logique quand tu travailles dans ce genre d'instance, après d'être recruté par un bailleur. Quand tu bosses bien avec plusieurs bailleurs sociaux, il y en a un moment qui te fait une proposition et puis tu y vas, quoi. Donc ça s'est passé comme ça ici. Et du coup, voilà. Après, je suis arrivé ici sur le poste, sur un poste donc, qui est mixte, hein, comme mes autres collègues, avec une partie sur le logement destiné aux personnes âgées et personnes handicapées, qui est une grosse politique au niveau de notre groupe, qui est construite depuis plus de 10 ans, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et puis donc l'autre partie sur le DSU, qui à la base était uniquement sur le territoire de Chevilly-la-Rue, parce qu'en fait je passais que 25-30% de mon temps sur le DSU et quasiment 75-80% de mon temps sur le PMR. Et puis on essaye de le resituer à 50-50 depuis qu'on a fusionné avec Bonneuil et que j'ai repris Bonneuil. Donc maintenant j'ai Bonneuil, Chevilly-la-Rue, et de l'autre côté j'ai le PMR. PMR, ça vous parle? Oui. Ouais. Quel type de PMR en fait Alors ouais, alors la politique du coup, donc nous PMR c'est deux publics, hein, les personnes âgées d'un côté et les personnes handicapées, en sachant que le gros du problème, enfin des demandes qu'on a à traiter, c'est des personnes âgées. Nous c'est un tiers de nos locataires, un tiers des chefs de ménage, ils ont plus de 60 ans et on a quasiment 10% de chefs de ménage de plus de 75 ans. Donc par rapport aux autres offices publics au niveau national, on est marqué comme eux. On est beaucoup plus marqué que les ESH par exemple sur le vieillissement. Et après on a certaines résidences où ça peut monter à 50, 60, 70% de personnes âgées. C'est presque des résidences pour personnes âgées certainement. Et du coup après la politique, on va dire il y a le 1 c'est le hard, c'est tout ce qui va être adaptation du logement. Là on travaille avec des ergothérapeutes et on fait... Nous c'est quand même du lourd parce qu'on met entre 10 et 15 000 euros par adaptation de logement, quand la plupart des bailleurs sont à 3-4 000 euros. Et souvent ils vont mettre une douche classique, une petite barre, et puis ça s'arrête là. Nous on fait passer systématiquement un ergothérapeute, on va dans tout le logement, on va refaire l'électricité, on va bien sûr travailler sur la baignoire douche, on va travailler sur les sols, on va travailler sur les toilettes, sur les retournements de porte, on va assez loin dans le truc. Donc il y a tout le hard, ça c'est le premier point. Ça peut être aussi sur l'accessibilité des parties communes, mais là franchement, je vous le dis honnêtement, on est vraiment moins bon. On est assez bon pour l'intérieur des logements, on n'est pas très bon sur l'accessibilité de nos bâtiments. Enfin, on fait moins de choses. C'est dû à quoi? C'est par rapport aux vieilles bâtisses ou aux bâtiments sont moins adaptables ou... En fait, il s'est passé en 2007, j'étais pas là encore. En 2007, il y a eu une convention qui a été passée avec la région. Et en fait, on avait du financement, mais on pouvait obtenir pas mal de financement de leur part quand on faisait des réhabilitations. Mais dans chaque réhabilitation, il fallait qu'ils aient fait au minimum 5% je crois de logements adaptés. Et en fait, ça a structuré notre politique. Et du coup, ils se sont vraiment attaqués au logement et ils ne se sont pas trop attaqués à l'accessibilité. Ce qui est un petit peu dommage, hein, moi, je trouve. L'idée, c'est pas de faire des cages en or et personne ne peut en sortir, hein, c'est bien de pouvoir rentrer et sortir aussi de chez soi, quoi. Mais donc, en tout cas, voilà, je trouve, moi, aujourd'hui, on est vraiment une politique qui est vraiment reconnue sur l'adaptation des logements, autant sur l'accessibilité, ça se fait au cas par cas, hein, on essaie de faire des choses, mais il y a moins de systématisation à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est tous les logements qui sont adaptés ou certains seulement, enfin, en fonction des... Alors on a des critères
On a des critères qui sont définis et qui sont partagés. On a même des flyers dans les loges qui sont accessibles à tous. On essaie d'être transparent dessus. C'est pour les personnes âgées, on fait tout les T1, T2, T3. Soit rez-de-chaussée, premier étage, quand il n'y a pas d'ascenseur. Et on va jusqu'au premier étage parce qu'on a vu ça avec des ergothérapeutes qui nous ont dit, pour la plupart des personnes âgées, c'est cohérent de se dire on peut aller jusqu'au premier étage très très longtemps dans sa vie. Donc voilà, on peut, en termes d'accessibilité, c'est bon. Et quand il y a un ascenseur, tout étage. Et pour les personnes handicapées, là on le fait en fonction du handicap. Vu qu'on prend en compte toutes les formes de handicap, on ne peut pas s'arrêter au T3, on va jusqu'au T5 parce qu'on a des familles avec des enfants handicapés. Et puis c'est pareil, une personne qui est aveugle par exemple, si elle est au 3e étage, qu'elle a 20 ans, qu'elle marche très bien, on peut lui faire une adaptation même s'il n'y a pas d'ascenseur. Donc là ça va être vraiment en fonction de la pathologie. D'accord. Mais le gros du problème, ce qu'il faut retenir, c'est que le gros du problème, le gros de ce qu'on gère, c'est les personnes âgées. C'est vraiment ça. Là, on a énormément de demandes avec un patrimoine vieillissant, des locataires vieillissants. C'est peut-être ça le problème, si le patrimoine est vieillissant, c'est compliqué de refaire les parties communes. J'imagine une cabine d'ascenseur, ça se fait pas. On n'agrandit pas l'ascenseur pour prévoir que les roulements de passer si facilement. Peut-être qu'il n'y a pas la place. Alors, il y a des contraintes techniques. Après, j'ai envie de dire, quand on veut faire, on peut faire. Après, des fois, c'est vraiment trop compliqué. Effectivement, je peux l'entendre. Mais il y a d'autres bailleurs qui ont eu vraiment des politiques, justement, pour aller implanter des ascenseurs dans plein de résidences. Nous, on l'a pas eu et je trouve ça dommage parce qu'en fait, sur ça, on est entièrement dégrévé au niveau de la taxe foncière. Donc, on paye l'année N. L'année N+1, on dit au service des impôts, on a fait tant de travaux sur tel truc, voilà, pour l'amélioration de l'accessibilité. Et l'année N+2, on ne le paye pas. Donc du coup, c'est une opération qui revient à zéro. Et ce système-là, il existe aujourd'hui, je ne sais pas s'il existera encore très longtemps. Donc je trouve que c'est con parce qu'on l'a pas, nous on l'a pas utilisé à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que les ascenseurs, c'est énorme, quoi. Enfin, tout de suite, c'est des coûts à 80, 100 000 balles pour aller installer des ascenseurs, quoi. C'est sûr. C'est beaucoup, 10-15 000 pour un appartement. Pour un logement, ouais. Chez ma mère, c'est 3F, un truc. Puis bon, on n'est pas pour 1000 euros. Ouais, mais 3F. 3F, ils sont très forts en communication. Il y a 3 styles de carrelage différents dans la salle de bain. Je commence, quoi. Après, ils s'en foutent de ce truc-là, ils vont le vendre. T'es le dernier locataire dans les trucs, dans les derniers locataires, tu le ressens. Ouais. Mais des grosses ESH comme 3F ou groupe logement français, je crois qu'il s'appelle Mille et une vie habitat maintenant. Ouais. Ils sont nuls, franchement. Ils sont très forts sur d'autres choses, mais vraiment, sur la thématique personnes âgées, ils sont nuls. Il y en a, il y a quelques années, on leur parlait de dégrèvement TFEB, ils ne savaient pas encore de quoi en parler. Ça fait 10 ans qu'on utilise le mécanisme, quoi. Donc, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que c'est ce qu'on voit nous en finance locale, la taxe professionnelle, c'est aussi un impact pour les collectivités. Est-ce qu'à la direction, il y a pas un lien oui, parce que la direction, elle est peut-être aussi peut-être des représentants du département qui disent ouais, mais peut-être que pour le péage, ça ne coûte pas grand-chose, mais pour le département, pour la collectivité, ça a un coût. Moi, je me suis jamais posé cette question-là. Ouais. C'est taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc c'est... ouais, peut-être. Après, nous... Parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui paye, en fait, que ce soit le département ou le péage, et quand c'est le même actionnaire, enfin le député qui est actionnaire ou l'élu qui est actionnaire... La taxe foncière, je sais pas où elle va, en fait. La taxe foncière, c'est combien de pourcents? C'est une dotation qui est... Enfin, la taxe foncière, c'est 25% pour les... Ouais, mais du coup, tu vois, c'est étonnant que justement, nous, on l'utilise en tant qu'office, et que des ESH qui n'ont rien à voir avec... Ils sont moins liés que nous, aux collectivités, ils l'utilisent pas, quoi. Non, je pense que c'est juste une... Franchement, pour moi, c'est vraiment une question d'organisation, de volonté, sur cette thématique-là. Et encore une fois, par exemple, 3F, par contre, ils ont un plan sur les ascenseurs. Voilà. Alors, ils ont très bien communiqué dessus, je sais pas dans l'opérationnel ce que ça donne. Ça dépend de leur site, je pense. Voilà. Mais en tout cas, ils l'ont prévu, et c'est un truc sur lequel ils ont bossé, quoi.
Donc je disais, c'est tout ce que je travaille sur l'aménagement des logements. Le 2, qui est vachement important, en fait, c'est de recenser tout ce qu'on fait en termes de travaux. En fait, ça semble tout bête à dire, mais il y a très très peu d'organismes qui sont dotés de ça. En fait, nous, dans chaque logement où on a fait des travaux, déjà on le codifie différemment en fonction si on l'a aménagé pour une personne âgée ou si on l'a aménagé pour du handicap, et en fonction du handicap, on a différentes codifications. Et en fait, ça permet de garder la trace et surtout de pérenniser notre investissement parce qu'on réutilise après ce logement pour le relouer aux personnes qui en ont besoin. Alors sur le handicap, de toute manière, c'est une obligation avec la loi MOL. Sur tous les logements aménagés personnes âgées, les personnes âgées ne sont pas considérées comme un public prioritaire, mais tous les réservataires de logements sociaux, on leur dit voilà, tel logement est libéré, il est aménagé pour une personne âgée, on leur sort la liste avec tout ce qui a été fait. Donc ils savent s'il y a 1, 2, 3 barres, ils savent la hauteur de la douche, ils savent s'il y a des parois, ils savent s'il y a un siège de douche, s'il y a un mitigeur thermostatique, enfin ils savent tout, le revêtement antidérapant, tout. Et donc du coup ça nous permet effectivement de réutiliser tous ces logements. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc ça c'est le deuxième pan de la politique. Et le troisième volet, et qui fait le lien justement avec ce que j'ai mis dans le dossier, c'est tout ce qui est adapter notre gestion et notre service à ce public qui a des attentes et des besoins spécifiques. Alors là on est vraiment plus sur la personne âgée que sur la personne handicapée. Donc ça passe par des actions de formation. Moi je fais beaucoup de formation en interne sur nos procédures. On fait aussi de la formation avec des prestataires sur c'est quoi le vieillissement, comment je me positionne par rapport à ça, jusqu'à où je dois aller, ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement quand je parle avec une personne âgée, les trucs qu'il ne faut pas faire. Ah bonjour mamie, mais non mais franchement là on en rigole, mais moi je le vois assez régulièrement sur des sites quoi. Des gardiens qui sont comme ça. Et qui ne le font pas méchamment, hein. Au contraire, qu'ils le font gentiment, avec une bonne idée, mais derrière, en fait, ça passe pas bien, quoi. Ou ça met trop de proximité, et il ne faut pas non plus. Donc, ouais, tout ce qui est formation, tout ce qui est outillage, on fait beaucoup de trucs au niveau outillage. Et puis donc, depuis 2013, le développement d'ateliers de prévention. Donc, juste pour vous dire comment on est arrivé aux ateliers de prévention, 2012, il y a le conseil départemental qui fait un groupe de travail pour initier des ateliers de prévention des chutes dans les communes. Et nous, en tant que bras armés logement du département, on en entend parler et ma chef sur ce côté PMR, Marie Dumas, s'invite au groupe de travail en disant nous aussi on aimerait bien en mettre en place parce qu'en fait dans nos quartiers, il y a plein de personnes âgées et souvent un peu loin des mairies, et quand les mairies proposent, nous le public il n'y va pas, quoi. Donc on part de ce constat-là, on teste avec eux, donc c'était assez intéressant parce que pendant 2 ans, ils en ont mis en place dans les communes. Nous on en a mis en place 2, il y en a un qui a complètement foiré, et il y en a un qui a très bien fonctionné. Et en fait, c'est marrant parce que pendant ces 2 ans où ils ont expérimenté ce groupe de travail, c'est quand même vraiment notre action qui est ressortie, où ils se sont dit, là on va vraiment toucher un public qu'on ne touche pas habituellement, quoi. Donc nous, ce qui nous intéressait dans la démarche, c'était de se dire, on est sur rompre l'isolement, travailler avec les personnes vraiment isolées. Donc vraiment plutôt bien vivre ensemble, voilà. Et donc finalement la thématique prévention des chutes ou une autre, c'est pas qu'elle nous intéresse peu, mais c'est que c'était plutôt un prétexte. Et du coup, on a testé moi j'ai beaucoup testé à Chevilly-la-Rue, qui était mon secteur, et donc du coup ça fait le lien entre mathématiques PMR et le côté DSU, on va dire. On a mis en place un premier atelier qui a hyper bien fonctionné, un deuxième atelier, et après on a pu conventionner avec le CRIF. C'est un institut, c'est Prévention Retraite Île-de-France. En fait, c'est créé par les grosses caisses de retraite, la CNAV, la RSI et la MSA, donc les 3 principales, en Île-de-France. Ils ont créé cet organisme pour faire des actions de prévention. Donc nous, on a conventionné avec eux. Je pense qu'on a été le premier bailleur social d'ailleurs à conventionner avec eux. Et derrière, en fait, ils ont tout un parcours de prévention avec des ateliers, donc prévention des chutes, des ateliers sur la mémoire, des ateliers sur le bien chez soi, l'aménagement de son logement, des ateliers sur la nutrition. Bref, et du coup, nous, on a commencé à déployer ça sur Chevilly-la-Rue, qui a été vraiment la zone test, quoi.
Gym Autonomie. En fait, c'est un mélange. De quoi? Une petite faute d'orthographe. C'est vrai? C'est où? Atelier, c'est la deuxième page, tout en haut en bas. Atelier Gym Automomie. Automomie. C'est bon ça. Voilà, donc du coup, ouais, voilà, donc c'est marqué là. Ouais. Tac, tac, tac. Donc voilà, on en a déployé plein sur Chevilly-Larue. Donc en fait, et ce qui est ça qui était intéressant, c'est que en fait, dans la mise en place de ces ateliers, alors déjà, comment ils se sont mis en place? Il y a eu un travail qui a été en continu en concertation avec la ville et les représentants au niveau du service retraité. Puisqu'en fait, quand on est arrivé pour leur présenter l'idée de mettre en place des ateliers, la première fois c'était marrant, le service retraité, oh merde, non, j'allais pas faire ça. Non, parce que nous, on a nos petits vieux, on a fait nos trucs, il faut pas que vous nous piquiez nos vieux, quoi. Enfin, c'était vraiment ça le discours. Et donc, du coup, là, ça rejoignait vraiment ce qu'on a vécu dans le cadre du groupe de travail. Nous, on leur a dit, bah écoutez, nous, on pense que vos vieux, bah, c'est pas les nôtres, quoi. Et pourtant, ils sont tous de Chevilly, les nôtres, mais ils viennent pas dans vos trucs. Donc on a regardé, on les a rassurés, on a dit ok, on va prendre vos listings, on va croiser, on va pas vous piquer vos clients. Et effectivement, ils avaient quand même eux mis en place déjà deux ateliers et ils avaient 0 retraité de chez nous. 0 retraité locataire, alors qu'à Chevilly-Larue, on est vraiment des très gros quoi sur la ville. Je sais pas combien on représente, mais on est le gros bailleur social de la ville. Donc il y a eu un gros travail avec la ville, il y a eu un gros travail avec la conseillère sociale de l'agence. Et ça, je pense que vraiment dans la réussite du projet, c'était hyper important parce que la conseillère sociale, bah, elle avait un contact privilégié avec certaines personnes âgées qu'elle avait déjà rencontrées. Et deux, elle était hyper intéressée par ces ateliers parce que quand tu rencontres en collectif une quinzaine de personnes, en fait, pour elle, il y avait déjà un premier contact qui était établi si elle avait à retourner pour les voir plus en mode individuel et accompagnement et suivi quoi. Il y a eu un beau travail aussi avec les gardiens qu'on a formés. On les a formés pendant toute une demi-journée sur la prévention des chutes, qu'est-ce qu'on va proposer dans ces ateliers-là et tout. Et qui sont le vrai relais en fait qu'on a localement. Je crois que j'en parlais la dernière fois, mais dans les quartiers comme ça, là, sur Sorbier-Saucé, enfin, il n'y a aucun service public à part nous, quoi, entre guillemets, si on peut considérer qu'on est un service public, quoi. On est les seuls à être là, et pour plein de personnes âgées, en fait, il n'y a que le gardien, c'est la seule personne qui voit dans la journée, quoi. Donc c'est vrai qu'en s'appuyant, là, on avait à l'époque une équipe de gardiens qui était assez motivée, du coup, qui a bien joué le jeu. On a carrément des gardiens qui sont allés chercher à domicile des personnes pour les amener aux ateliers parce qu'ils avaient du mal à sortir de chez eux. Donc il y a eu une belle dynamique qui s'est mise en place. On a fait ça au sein de la maison pour tous. Alors ça aussi c'était intéressant. Donc il y a une maison pour tous, centre social au milieu du quartier. Et pas de personnes âgées dedans quoi. C'est la maison des jeunes pour eux. Donc on va pas là. Et donc du coup on s'est rendu compte quand on a construit le truc et quand les personnes sont venues, qu'on avait quand même donc une quinzaine de personnes âgées qui venaient. Alors c'est marrant, toutes elles disent bah moi je suis là depuis la création, les personnes se connaissent. Donc ça c'est quand même assez incroyable aussi de se dire ouais ils sont tous là depuis le début de la cité mais en fait finalement ils se connaissent pas du tout. Combien de lots? Comment? Sur combien de lots? De logements 1300. 1300 logements. C'est dur de connaître tout le monde aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais là c'est étonnant de se dire il n'y en a pas un qui se connaît, il y en a deux il y a deux copines qui sont venues. Mais sinon, les 15 qui sont venus se connaissaient pas. Quoi. Alors que quand même, ça fait tous 40 ans qu'ils sont là quoi. Bon après c'est peut-être pas ceux qui bougent le plus justement, enfin voilà, c'était aussi l'intérêt du projet. Hein. Donc ouais, donc tous bien différents. Je sais plus où j'en étais en fait de ce que je disais. C'était sur l'atelier dans la maison du quartier. Et du coup, effectivement, les personnes âgées qui nous disent bah pour nous la maison pour tous, c'est pas malgré son nom, c'est la maison des jeunes quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, donc il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Le groupe était demandeur d'avoir d'autres ateliers. On a fait le lien avec la mairie qui a financé des ateliers qu'on a continué à mettre en place. Alors ça c'est aussi assez étonnant, c'est que il y avait un rejet de la ville par certains locataires et qui nous disaient, parce que nous on voulait vraiment passer la main à la ville.
À chaque fois qu'on met en place des ateliers comme ça, on va d'abord voir la ville, on leur explique la démarche, on trouve ça super cool. Et après on leur dit attention, par contre, nous en tant que bailleur social, mettre un atelier sur la nutrition, bon, voilà, on le fait parce que c'est du lien, c'est un. Mais derrière, s'il y a des demandes, il va falloir que vous preniez le relais parce que nous, on ne peut pas être porteur de ça à long terme. Et finalement, donc on a fait un entre-deux sur Chevilly-la-Rue parce qu'on voulait passer la main, la mairie était prête à prendre la main. Mais par contre, on a senti au niveau du groupe que si c'était la ville qui organisait, il venait plus quoi. Donc il y a eu un blocage, non. Ouais. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, hein, c'est que dans la démarche, il y a aussi comment on crée une autre relation entre les locataires et nous quoi. Nous, l'équipe de gardiens, elle venait aussi très régulièrement en fin de séance pour faire des petits pots conviviaux. On arrivait, quand je dis pots conviviaux, hein, c'est un jus de pomme, un jus d'orange, un paquet de gâteaux de lacre, hein, ça suffit. Mais en fait, ce moment-là, bah, il suffit aussi à créer une autre relation et du coup, un attachement aussi au bailleur social. Donc du coup, ouais, non, ça c'était assez marrant. Donc en fait, ils ont financé des animations, mais que nous, on a mis en place, quoi, des ateliers. Il n'y a pas d'association du tout qui était potentiellement pouvait s'organiser autour de ça plutôt que de laisser la mairie porteuse de projets j'imagine à Chevigny, il y a certainement des situations de personnes âgées ou des trucs comme ça qui voulaient s'impliquer dedans. Association genre retraite sportive ou des trucs comme ça. Oui, ouais. Écoute, on n'a pas fait le lien. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas du tout fait le lien. La mairie n'a pas approché non plus des trucs déjà existants avec. Non. Et je pense que nous, on avait aussi cette volonté, hein, peut-être. Parce que nous, on avait vraiment un groupe de locataires qui s'organisait, qui se faisaient des choses en dehors de ce qu'on leur proposait. Et donc nous, on a vraiment favorisé ça. Et on avait cette volonté qu'ils continuent ensemble. Exactement. Et donc en fait la seule association en fait c'est la Maison pour tous, donc qui est quand même une grosse association. Et donc en fait c'est avec eux qu'on a fait le lien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous on a fait tout le cycle de prévention pour poser le prix. On a fait tous les ateliers avec eux. Au bout d'un moment on leur a dit bah voilà, bah, moi j'ai fait le tour, je peux pas vous en proposer d'autres. Donc ça faisait 2 ans à peu près qu'on travaillait ensemble. Et là, du coup, on a fait le lien avec la Maison pour tous, qui elle était hyper intéressée de voir ce groupe qui maintenant depuis 2 ans côtoyait la Maison pour tous, qui avait en parallèle, justement, on avait travaillé ensemble sur un projet sur l'intergénérationnel, et donc qui attendait ce groupe aussi par rapport à leur projet intergé, parce que autant du public jeune, ils en avaient beaucoup, autant du public âgé, ils n'en avaient pas beaucoup, donc ils étaient bien contents qu'il y ait ce groupe. Et en fait, c'est ça qui a été chouette, c'est qu'en parallèle, donc eux, ils avaient leur projet intergénérationnel qui s'est monté, donc ils étaient intéressés. Et en parallèle, on a une des personnes qui a participé à tous ces ateliers, Nicole, pour pas la citer, qui a fait un courrier en fait au chef d'agence à l'époque pour lui dire, bah voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi, je veux monter un atelier pour les personnes âgées. Donc c'était une jeune retraitée, Nicole, hyper active, qui a toujours fait beaucoup de bénévolat et tout. Et donc du coup, on l'a accompagnée auprès de la Maison pour tous, pour qu'elle devienne bénévole de la Maison pour tous et qu'elle crée son propre atelier. Qui était un atelier déjà de rencontres, hein, et puis qui était beaucoup autour des activités artistiques, création de petits bibelots, de petits trucs. Mais voilà, très sympa, et surtout qui a permis, pendant longtemps, en fait, qu'elle continue à se voir, et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, qu'elle s'ouvre à autre chose. Parce que le problème aussi des personnes âgées, c'est qu'une fois qu'elles sont en groupe, elles ont beaucoup de mal après à accepter les personnes extérieures. Et là, le fait de le faire dans une maison pour tous, où il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup d'allées et venues et tout, bah, ça a fait que forcément, elles étaient liées à d'autres groupes, des jeunes, des moins jeunes. Et donc, il y a eu quand même un renouvellement qui s'est fait. C'était intéressant. Et donc, c'est ça qui est chouette pour nous, c'est que cet atelier, il est devenu totalement indépendant. Donc moi j'ai continué à y aller, on va dire une à 3 fois par an avec la conseillère sociale pour dire bonjour, pour voilà, amener éventuellement un petit financement s'ils avaient besoin pour faire une sortie ou un truc, mais vraiment de manière très ponctuelle. Et donc nous on a trouvé ça bien qu'ils s'organisent entre eux. Alors même si on a dû aussi les aider à s'organiser pour les amener au niveau de la Maison pour tous et qu'ils deviennent bénévoles là-bas.
mais du coup, on avait l'impression d'avoir un petit peu bouclé la boucle, dans le sens où nous, on se dégage du truc, et on a un groupe autonome qui vit en fait, et qui développe son action, quoi. Donc ça, c'est pour Cheville, là. À peu près sur les 1800 logements, ça représente combien de personnes qui assistent, pas quotidiennement, mais qui participaient à l'atelier Nicole à peu près? Sur les 1300 logements du... Ouais. Bon, faut pas qu'on regarde par rapport aux 1300, hein. Mais c'est... Est-ce que ça a du succès par rapport au truc, ou c'est très... Parce que ça fonctionne? Ça fonctionnait quotidiennement ou c'était seulement quelques jours par semaine? L'atelier de Nicole, c'était Ouais. chaque jeudi. Chaque jeudi, d'accord. Et ça regroupait quoi, 15 personnes? Entre 15 et... Je dirais entre 15 et 20-25, en fonction des personnes qui venaient, quoi. C'était tout le temps les mêmes ou d'autres T'as un groupe de 15 qui étaient là, qui étaient les mêmes, et après t'as des personnes qui venaient en plus, des jeunes qui venaient en plus, en fonction de ce que la Maison pour tous aussi leur proposait, et les différents projets quoi qu'ils menaient. Donc c'est très local, hein. C'est très local. Nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'était voilà, cette démarche d'autonomisation, ça se dit, du groupe, quoi. Voilà, avec les limites qu'il a. À savoir qu'aujourd'hui, je sais pas, il faut que je recontacte Nicole, mais je crois que Nicole est partie. Et qu'à partir du moment où Nicole part, je pense que le groupe est mort. S'il y a une personne qui Qui maintient le tout. Voilà, donc là j'avoue que j'ai un petit peu lâché cheville moi depuis que je suis plus sur Bonneuil, comme des choses à faire. Mais là ça fait partie des choses que j'ai à faire, c'est rappeler Nicole, voir où ils en sont et rappeler ce groupe-là pour voir ce qu'ils font actuellement. Mais il y a des chances qu'avec le départ de Nicole, qui est effectif ou qui va être effectif très rapidement, le groupe soit mort. Et sur effectivement l'impact, la réussite, pour moi c'est pas c'est pas une réussite en termes de on a touché 200 personnes, quoi. Non, c'est qu'on a travaillé sur effectivement une population qui n'est pas énorme, sur une vingtaine de personnes. Et par contre sur cette vingtaine de personnes, on a eu quelque chose d'intéressant. Et au-delà de l'atelier de Nicole, il n'y avait pas d'autres ateliers ou d'autres activités dans la maison pour tous? Ah bah si, il y a plein d'autres choses, mais ça c'est la maison pour tous. Ça c'est leurs actions à eux, quoi. Et c'était bien occupé durant toute la semaine ou c'était genre... la maison pour tous, c'est... En fait, c'est une maison qui est vraiment... c'est un centre social, hein, et qui est vraiment ouvert à tout le monde, toute la semaine, week-end compris. C'est le lundi, je crois, qu'ils ferment. Il y avait beaucoup de monde qui y allait. Ah ouais. Bah, surtout à l'époque, on avait un super directeur qui a vachement boosté le truc et tout, donc ouais, il y a beaucoup de monde à la maison pour tous. Après, voilà, il y a beaucoup de jeunes. D'accord. Beaucoup de jeunes et beaucoup de mamans. Il n'y a jamais beaucoup de papas et jamais beaucoup de vieux. Peut-être parce que les activités étaient plus orientées vers les jeunes que vers les vieux. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis je pense qu'on capte peut-être plus facilement aussi les jeunes dans ce type de quartier où il y a pas mal d'écoles autour, où il y a pas mal de mamans qui sont preneuses d'avoir des animations pour leurs enfants parce qu'elles n'ont pas le temps. Est-ce qu'il y a justement des contrats aidés, des trucs comme ça qui sont intervenus dans les maisons pour tous, qui seraient issus justement du quartier même Alors, issus du quartier, non. On avait, au niveau de la maison pour tous, ils avaient quel contrat? Enfin, en tout cas, c'est un contrat aidé, je ne sais plus lequel, qui a travaillé sur le projet d'intergénérationnel. Lui, il n'était pas issu du quartier. Si on doit, si c'est un des sites que vous suggérez en fait, justement en fait, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on nous a listé plein de petites missions et on demande en fait 2 expériences pour vous qui sont significatives. Si j'ai bien compris, vous avez déjà recensé, c'est Trappes et Cheville-la-Rue.
Ouais, bah moi on m'avait dit quels sont les 2 sujets sur lesquels ça pourrait être intéressant, 2 quoi. Donc effectivement, Chevilly-Larue, c'est plus ancien. Donc je pense qu'on peut aussi avoir. Enfin, je pense que pour vous, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a tout un historique à étudier. Et du coup, il y a pas mal de gens à voir. C'était savoir voilà, effectivement qui on pouvait voir. Donc s'il y avait des personnes, soit des contrats aidés qui travaillent dessus, vraiment Nicole, c'est plus possible. Peut-être voir comment. Ouais, mais on peut la contacter en tout cas. Ça s'est pérennisé après. Ouais. Et puis il y a tous les participants. Enfin, le truc qui est assez intéressant, c'est que je pense. Enfin, qui est assez intéressant. Je pense que si vous voulez interroger des gens sur ce projet-là, il y a les gens de la ville que vous pouvez interroger, c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Il y a les gens de la Maison pour tous, même si le directeur il est parti, il y a d'autres personnes qui pourront, je pense, en parler à la Maison pour tous. Après, vous pouvez faire des entretiens téléphoniques, non? Ouais, c'est bien de. Ouais, c'est une surface. J'imagine, mais le directeur de la Maison pour tous, il est à la Réunion maintenant. Je pense pas qu'il vous paye le billet quand même. Sinon, moi, je veux bien le redonner à l'étudiant. Non mais. Peut-être que l'USH a les moyens de financer. Ouais. En même temps, avec des locaux dans le 8e, ouais, il y a les gens de l'agence. Moi, je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir l'avis des gardiens, l'avis du responsable de secteur, l'avis de la conseillère sociale, qui a aussi un autre regard et qui s'est beaucoup impliqué dessus, l'avis du chef d'agence. Pour moi, ils ont tous des regards assez différents sur ce projet-là. Donc ouais, ça peut être chouette. Il y a bien sûr Nicole, mais alors Nicole sera peut-être par téléphone. Et sinon, il y a d'autres participantes du groupe qui ont vécu les ateliers de A à Z. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'était aussi si vous travaillez en particulier avec un ergothérapeute. Je trouve ça bien de voir, parce que lui aussi, parce que c'est ce que j'ai l'impression, c'est une spécificité du groupe. Parce que là, il est intervenu et même. Moi, je trouve ça génial en fait. C'est quelqu'un de la vie perso. Beaucoup de bailleurs sociaux et c'est vrai que c'est pas non plus. Hyper développé, ouais. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont un retour. Alors, c'est pas. Alors, du coup, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais. mais peut-être que eux. Non, je veux dire dans l'aspect collaboratif, et voilà, mais ils participent justement à améliorer le cadre de vie des locataires. Et peut-être qu'eux, ils savent peut-être. Les autres peut-être à ma vie vont dire ils sont peut-être demandeurs de ça, et ça fait bien le faire. Voilà, je vois peut-être comme ça, peut-être ça intéressant. Alors complètement, j'y pensais pas, mais tu as complètement raison. En fait, nous on travaille avec 3 cabinets d'ergo, on a des marchés. Hein. Et donc le marché effectivement défini en fonction des zones des cabinets d'ergo qu'on reçoit. On travaille depuis très longtemps, ceux qui remportent le marché, il y a le cabinet qui est La Clé, qui est super, KLEH. Solia, qui est l'ancien pacte, Fractarim, hein, dans le pacte de l'Est parisien, qui fait 93-94 maintenant. Et puis sur le hors Val-de-Marne, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Domus Prévention, mais je pense qu'on ne va pas les garder longtemps. Ça se passe vraiment pas bien. En tout cas, Solia, on a construit toute notre politique, donc le pacte, hein, on a construit toute notre politique d'adaptation avec eux. En fait, au moment où nous on construisait notre politique, donc il y a 12-13 ans, eux ils créent un pôle d'adaptation chez eux et ils embauchaient leur premier ergothérapeute. Et en fait aujourd'hui ils sont animateurs Solia de certains ateliers du CRIF. Donc ça pourrait être hyper intéressant effectivement d'avoir leur avis sur cette démarche là. Je peux même vous donner le contact de la personne qui est intervenue dans l'atelier Bien chez soi à Chevilly, je pense. Vous l'avez fait que à Chevilly ou vous l'avez reproduit autre part? Alors, Chevilly, c'était vraiment le test. Et en fait, à partir de là, effectivement, maintenant, on a beaucoup développé. Donc là, je pourrais vous montrer. Enfin, sur un PowerPoint, je vous montrerai, mais maintenant, j'ai Clément qu'on a développé, Jamila qu'on a développé, Sophie qui en développe beaucoup sur Trap et sur Eglim aussi. Donc on doit être à 25-30 ateliers qu'on a mis en place. Donc ça a été vraiment là où on a construit un petit peu aussi
notre savoir-faire dessus et après on a déployé, quoi. Et là, alors ce qui est assez intéressant, là sur Bonneuil justement, là on vient de mettre en place un atelier de prévention des chutes. C'était sur le deuxième, ça a fini le 18 décembre. Là. Ça a fonctionné, un truc de ouf, il y avait trop de monde, ils étaient trop contents, ils ont adoré. Donc là on va en proposer deux autres, atelier mémoire et atelier bien dans son assiette je crois, enfin, ouais, sur la nutrition. Bref, et tout ça pour dire qu'à partir de septembre, on est en train de travailler avec un des prestataires qui fait l'atelier d'équilibre pour proposer un atelier annuel que nous on financerait. Donc c'est la première fois qu'on ferait ça, c'est de se dire nous on va financer là, un atelier annuel et dans lequel justement on aimerait mixer la thématique de l'atelier, mais là qui nous regarde peu finalement, avec, je dis n'importe quoi, hein, c'est à travailler, mais toutes les 3-4 séances, soit faire un atelier plus large, vous inviter deux amis, voilà, soit atelier de concertation sur le quartier, soit diagnostic de quartier, enfin en faire peut-être un endroit de concertation, voilà, ou de remontée d'initiatives, de projets, je sais pas, c'est à travailler, mais on a cette volonté d'utiliser, d'essayer de monter un atelier comme ça, quoi. On est sur Bonneuil, quartier Fabien, qui est un quartier en rue, avec des grosses démoles qui arrivent et tout, donc on dit que ça peut être un bon levier aussi pour la concertation, quoi. Si financez pas ces ateliers, ouais. Qui les finance? Ouais. C'est ça la question? Ouais, est-ce que par eux-mêmes, il n'y a pas d'autres possibilités alternatives, je sais pas, de se réunir, partager pour faire quelque chose en fait. Et ce financement, ça fait combien? Est-ce qu'eux, ils auraient les moyens de le faire par eux-mêmes? Un atelier annuel? Ouais. Un atelier annuel, moi j'ai été assez surpris par les coûts. On est grosso modo à 2000 balles. Donc c'est pas énorme. Toucher 15 personnes toute une année. Avec à raison d'une séance par